Voilà, madame, monsieur, bonjour. Merci d'être là pour ce deuxième rendez-vous sur le dossier électronique du patient. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 nouveaux intervenants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous serais reconnaissante d'être attentif à ce que vous ayez coupé vos micros, enlevé vos caméras, de manière à ce que nos intervenants puissent s'exprimer en toute liberté et sans avoir, je dirais, d'éléments qui perturbent la présentation de chacun. Je tiens déjà à remercier nos sponsors, nos membres, nos sympathisants d'être là à chaque fois pour ces événements et de participer de manière active ou de manière virtuelle à, je dirais, tous nos projets et tous les thèmes et les sujets que nous mettons en avant depuis le début de cette année. Aujourd'hui, donc, ce deuxième dossier de mise en application du dossier électronique du patient, et cette fois-ci par les professionnels de la santé. Pour ce faire, nous accueillons 3 invités. Le premier, il s'agit du docteur Bunzli de Neuchâtel, qui va nous présenter sa vision en tant que professionnel du domaine, je dirais, et qui est en particulier, je dirais, particulièrement touché par cette participation-là, dans la mesure où il va s'agir avec le patient de se mettre d'accord si oui ou non le dossier électronique entre en vigueur et si le patient est d'accord de lui faire confiance, toujours avec cette confiance numérique qui doit les accompagner. Deuxième intervenant, il s'agira de M. Borel-Jacquet qui, lui, s'exprimera au nom des pharmaciens. Et puis, nous aurons ensuite Mme Nadia Saadawi qui, elle, interviendra au niveau de la HES Santé. Elle forme les futurs professionnels de la santé. Et là aussi, par rapport aux patients, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'elle propose comme alternative entre la relation du patient et du professionnel de la santé. Mais sans plus attendre, je propose à M. Dominique Bunzli de nous indiquer, lui, le regard que le corps médical et plus particulièrement les médecins portent sur ce dossier. Vous avez comme toujours la possibilité de poser des questions durant l'intervention des conférenciers au travers de la petite bulle qui se trouve en haut sur votre écran. Et puis en dernière partie d'événement, nous pourrons avoir un échange avec les 3 intervenants et les questions que vous aimeriez encore poser. À tout à l'heure, au plaisir de vous retrouver dans un certain instant. Au revoir. Voilà, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran et si vous m'entendez. Allô? Oui, on voit très bien, c'est parfait. Parfait, donc moi je suis médecin de famille à Pezou dans le canton de Neuchâtel, puis je suis aussi le président de la communauté du dossier électronique du patient neuchâtelois qui s'appelle Ma Santé Connectée. Et nous sommes le 30 mars 2021. Donc, juste le DEP. Qu'est-ce que c'est le DEP? Donc, le DEP, c'est en fait le cercle orange que vous voyez ici sur la droite. C'est donc une sorte de nuage dans lequel les professionnels de santé, qui sont ici à gauche, vont venir déposer ou chercher des documents. Tout ça sous en fait l'autorisation ou non du patient, qui est représenté ici par le CANA. Sur la droite, là, vous voyez qu'il y a d'autres aspects de ce qu'on appelle plus largement la plateforme e-health et qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des modules additionnels et qui font, en tout cas à ce jour, pas partie du DEP. Donc le DEP, c'est vraiment le cercle orange ici et qui est donc pour l'instant uniquement une bibliothèque, si j'ose dire, de PDF, mais une bibliothèque de PDF avec ce qu'on appelle des métadonnées. Ça veut dire que chaque fois qu'un professionnel de santé, par exemple un hôpital, met un document ici avec l'accord du patient, ce document est tagué en quelque sorte avec ce qu'on appelle des métadonnées. Ça veut dire qu'on dit que ça vient de l'hôpital. Oui? Excusez-moi, votre présentation ne défile pas, on est toujours sur la première page. Ah. Si je peux me permettre. Alors chez moi, elle défile. Et pas ici. Vous avez certainement partagé le mauvais écran. J'ai qu'un écran. Ah. Alors je recommence le partage. Là, vous voyez? Alors on voit en fait la page principale et vos slides sur le côté, mais ils n'apparaissent pas en grand. Voilà, ça y est. Ah bah je peux pas mettre en grand écran, je sais pas pourquoi alors. Mais là, voilà, là on voit. Ok, alors je recommence. Donc, qu'est-ce que c'est le DEP? C'est ce cercle orange. Vous voyez assez en grand, ou bien est-ce que j'agrandis un peu, peut-être si j'arrive?
Donc c'est ce cercle orange sur la droite dans lequel en fait donc c'est un nuage, un cloud comme on appelle ça, dans lequel les professionnels de santé ici sur la gauche vont venir déposer ou chercher les documents et tout ça sous les autorisations du patient qui est représenté ici par le cadenas. Ce que je voulais dire, c'est que le DEP comprend à ce jour uniquement des PDF qui sont donc tagués, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que chaque fois qu'un professionnel de santé ici sur la gauche pose un document, il va évidemment dire que ça vient de lui, la date à laquelle il a posé le document, quel type de document, de manière à ce qu'on puisse après facilement rechercher ces différents PDF. Il y a dans la plateforme eHealth, qui est donc le cercle plus grand là en orange, d'autres modules qu'on appelle aujourd'hui des modules additionnels, comme par exemple le plan de médication partagé, le plan de soins partagé, des plateformes d'échange qui sont des plus-values quelque part pour les professionnels de santé, mais qui ne font pas partie en fait du dossier électronique du patient et qui est donc vraiment un dossier dédié aux patients et pas forcément aux professionnels de santé. Le professionnel de santé, là sur la gauche, lui, il continue de travailler dans son logiciel primaire, on appelle ça, donc son dossier médical qu'il a l'habitude d'utiliser. Et donc le dossier électronique du patient n'a pas pour vocation de remplacer ce système primaire, donc le dossier médical que le professionnel de santé utilise et qui est différent dans chaque institution ou chez chaque professionnel de santé. Donc ça, c'était un premier rappel, peut-être juste pour rentrer un peu plus dans les détails. Donc ça représente la même chose. Le cercle, là, maintenant, il est en bleu. Ça, c'est le document d'eHealth Suisse. Il est facultatif pour le patient. Donc un patient a le droit de choisir s'il veut ouvrir ou non un dossier. Il peut déléguer les droits d'accès à des représentants. Par exemple, on peut imaginer des gens qui n'ont pas leur capacité de discernement ou comme ça. Donc il est possible de déléguer ou de désigner en fait un représentant pour son DEP. Et puis ici, on retrouve les professionnels de santé avec le dépôt de documents sous un mode. Il y a plusieurs modes. Il y a un mode normal, un mode restreint, un mode secret. Le mode secret étant réservé uniquement aux patients. Et donc, c'est lui qui va gérer en fait les droits d'accès en disant ce document-là, j'autorise mon médecin de famille à y avoir accès, mais par contre, je ne suis pas d'accord que mon gynécologue puisse le voir. Ou comme ça, donc on peut aller assez fin dans la granularité des droits d'accès. Ce qui est important de préciser, c'est que les employeurs et puis les assureurs maladie n'ont pas accès au DEP, et ça c'est figé dans la loi, qui est donc une loi nationale. Et voilà, c'est important parce qu'effectivement, il y a aussi des questions évidemment de protection de données. Et ça, c'est les divers documents qu'on pourrait imaginer mettre dans un DEP, donc des rapports de radiographie, un carnet de vaccination, des rapports de sortie d'hôpitaux, la médication actuelle, qui est un sujet quand même important, vu parfois les problèmes qu'on a avec les communications entre différents professionnels de santé par rapport à ces aspects de médication. Surtout au sortir de l'hôpital, par exemple, et d'autres documents qui sont encore à déterminer, que chaque communauté aussi peut déterminer. Ce que je voulais transmettre comme message, c'est que pour que le professionnel de santé adhère, on va dire, au dossier électronique du patient, il faut qu'il y ait une forte intégration entre le dossier habituel médical du professionnel de santé et ce DEP, pas qu'il y ait trop de démarches, on va dire, supplémentaires à faire pour le professionnel de santé pour avoir accès au dossier électronique du patient. Donc là, je vous ai fait en fait une sorte de maquette, un exemple de ce que pourrait être une intégration forte du dossier électronique du patient dans un dossier primaire. Donc là, on se trouve en fait dans un dossier patient, dans un logiciel de cabinet. On s'est logué une fois dans mesvaccins.ch, puis après on a accès à tout. Non, je rigole. Mais on s'est logué une fois dans son logiciel primaire avec une authentification, une identité forte. Et puis on est dans le dossier de Madame Sarah Boing. Et en fait, on peut imaginer qu'on ait par exemple un onglet ici qui s'appellerait dossier électronique du patient et qui nous permettrait de chercher le nuage, le cloud, avec la possibilité de chercher par période, par type de document, etc., d'établissement, celui qui a produit le document. Et puis là, par exemple, je vous ai mis un avis pneumologique de l'hôpital Neuchâtelois. Et puis si je suis intéressé par cet avis, c'est peut-être ça que je cherchais, je peux cliquer sur l'icône photo et puis on peut directement afficher le document. Et puis comme on l'a dit, c'est le dossier électronique du patient. Donc si un jour mon patient décide de ne plus me laisser l'accès à son dossier, il pourrait très bien le faire. Donc c'est pour ça que si je vais baser ma décision thérapeutique sur ce document, j'aimerais bien en fait l'intégrer dans mon dossier primaire. Donc on peut imaginer par exemple qu'on appuierait sur ce bouton-là et puis
on se retrouverait en fait cette fois-ci dans le dossier primaire avec ce document que j'aurais rapatrié entre guillemets du nuage pour qu'il soit enregistré localement chez moi. De manière inverse, on peut aussi imaginer que si on est dans le dossier primaire puis qu'on trouve qu'un document pourrait être intéressant pour la prise en charge du patient ou que ce soit important que ce document-là figure dans son dossier électronique, on pourrait, par exemple, là, c'est un électrocardiogramme que j'aurais fait à mon cabinet. En cliquant sur un bouton, je pourrais le monter, entre guillemets, dans le cloud. Donc là, on se retrouve de nouveau dans le dossier électronique et puis cet électrocardiogramme figurerait dorénavant dans le dossier électronique du patient. Donc voilà une intégration en fait forte entre le dossier électronique du patient et le dossier du professionnel. Un exemple d'intégration. Donc peut-être juste pour les avantages qu'un médecin voit dans le dossier électronique du patient, même si ça reste, comme je l'ai dit, le dossier électronique du patient et pas le dossier électronique du professionnel, c'est qu'il y a quand même un accès permanent aux données médicales pertinentes par tout le réseau, par les professionnels qui s'occupent du patient, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. On peut imaginer au milieu de la nuit, voilà, si le patient doit aller aux urgences, le médecin des urgences pourrait avoir accès à des documents sans attendre le lendemain, qui doivent essayer de contacter le médecin traitant pour avoir accès à ces documents. C'est un plan de traitement à jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une problématique importante aussi en termes de sécurité. Et donc ça, on espère que ça puisse quand même régler certains problèmes à ce niveau-là. C'est un gain de temps de l'obtention de certains rapports. Si le rapport a été émis par la structure en question, il figure dans le DEP et puis on peut l'avoir rapidement sans devoir téléphoner à gauche et à droite pour l'obtenir. Ça peut diminuer les doublons d'examen. Par exemple, si on envisage faire un scanner puis que le patient ne se rappelle plus très bien si c'était un scanner, un ultrason ou une IRM qu'il a eu, on peut tout de suite aller regarder est-ce qu'il y a déjà eu un examen de ce type-là qui a eu lieu, et si oui, on peut peut-être renoncer à un examen. Et puis, on peut aussi partager des données avec le patient lui-même. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais le patient peut évidemment aussi, lui, mettre des documents dans ce dossier. Maintenant, peut-être quand même quelques difficultés, surtout au démarrage, je dirais, c'est le risque d'avoir en fait un dossier électronique incomplet. Typiquement, par exemple, le pharmacien participe au DEP, l'hôpital aussi, mais pas le médecin traitant. Alors là, du coup, les données qui seraient disponibles dans le dossier électronique du patient seraient incomplètes et ça pourrait quand même poser problème. Ça donne moins de sens tout de suite. C'est vrai qu'il y a aussi des histoires de quand même temps passé à mettre des documents en ligne pertinents, et là, il n'y a pas de rémunération prévue dans le tarif actuel, en tout cas. Donc là, il y a un petit risque, on va dire, qu'il y ait des dossiers, en tout cas au début, qui soient incomplets, même s'il y a aussi des révisions législatives, l'AMAL en particulier, qui astreindront aussi finalement les professionnels de santé ambulatoires à participer à un dossier électronique du patient. Des patients sans DEP, donc comme je l'ai dit, le DEP c'est facultatif, donc il va falloir revoir, en tout cas pour certaines institutions, les processus avec des patients avec DEP, des patients sans DEP. Donc ça ne pourra pas remplacer, on va dire, les canaux usuels de communication entre professionnels de santé, surtout si le patient décide ensuite aussi de finalement refuser l'accès à certaines structures. Il y a des coûts d'investissement et de participation à la communauté, des coûts en logiciel aussi. J'ai montré une intégration forte. C'est possible que les logiciels primaires facturent des frais pour que cette intégration puisse se faire. Et quel est le bénéfice réel en pratique pour le professionnel de santé? En tout cas, il faut mesurer que ces coûts ne soient pas trop élevés parce que sinon, ça risque de décourager quand même certains professionnels. Il y a la problématique de la mise à disposition de certains résultats. Alors c'est vrai que par exemple en France, les gens ont l'habitude d'aller eux-mêmes au laboratoire puis d'avoir directement eux les résultats. Et la même chose dans les instituts de radiologie. Apparemment en Suisse, c'est pas tellement comme ça. En principe, le patient revient à la consulte pour discuter du résultat. Et là, il y a peut-être une préparation supplémentaire à faire lorsqu'on prescrit un examen. Je veux penser par exemple si on prescrit un scanner à un patient et puis que le patient voit que le radiologue décrit des lésions inquiétantes, pulmonaires par exemple, pour qui ferait penser à un cancer, le patient pourrait découvrir évidemment ces diagnostics avant le médecin sans qu'il y ait finalement l'interprétation médicale qui permettrait peut-être de relativiser le résultat. Et donc ça, c'est peut-être un changement de paradigme qui est nécessaire au niveau des professionnels de santé, qu'il faudrait mieux préparer le patient au résultat en lui disant que si il lit qu'il y a des nodules, ça ne veut pas forcément encore dire qu'il y a un cancer et puis qu'on en reparlera à la consultation. La problématique de la responsabilité en cas d'information présente dans le DEP mais non prise en compte, c'est
une crainte des professionnels de santé qu'on les oblige finalement à découvrir tout ce qu'il y a dans le DEP et que s'il devait y avoir, je ne sais pas, raté une information dans un document qui date d'il y a 2 ans dans le DEP, est-ce que le médecin pourrait être accusé en guillemets de ne pas avoir lu tout le dossier électronique du patient? Donc là, il y a des clarifications juridiques qui devraient avoir lieu. Je pense qu'il y a quand même une question de proportionnalité aussi dans les décisions de juges. On ne peut pas exiger d'un professionnel de santé qui prenne connaissance de 20 documents lorsqu'il consulte son patient. La problématique des données cachées par le patient, ça c'est aussi une grande crainte des professionnels. On peut imaginer que, comme je l'ai dit, les droits d'accès peuvent être assez granulaires, et donc un patient peut par exemple cacher le fait qu'il ait été hospitalisé en hôpital psychiatrique, par exemple, et que du coup la médication en lien avec cette hospitalisation ne figure pas dans le dossier électronique, et que du coup le professionnel de santé prend une décision, on va dire, alors qu'il n'avait pas forcément toutes les données. Je pense que c'est un peu un faux problème, parce que déjà aujourd'hui, finalement le patient peut nous dire ce qu'il veut, entre guillemets, et s'il veut cacher des choses à son médecin, il peut déjà le faire finalement aujourd'hui. La problématique de la sécurité au cabinet, ça nécessite quand même certains processus de sécurité à mettre en place, en particulier pour les accès d'ordinateurs et autres, protection du serveur, etc. En résumé, donc, ce que je veux dire, c'est que le processus débute et qu'il faudra probablement plusieurs années pour arriver à une situation idéale, mais on pense quand même que c'est un outil intéressant, que c'est un dossier du patient, encore une fois, ce n'est pas le dossier du professionnel, et qu'il faut quand même faire un peu attention à l'investissement demandé du professionnel de santé par rapport à ce dossier, donc en temps, financier, quel est le rôle du professionnel de santé là-dedans, versus quel est le bénéfice pour eux. Donc voilà, puis je veux quand même dire sur note positive que la majorité des médecins sont plutôt favorables au DEP, surtout ceux qui sont déjà informatisés évidemment. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Alors oui, vous avez des questions. Voilà une première. Si le patient décide de ne plus donner accès à un document, que se passe-t-il avec celui qui a été copié dans le dossier primaire? Est-ce que la copie s'efface? Non, justement pas. Donc ça veut dire qu'au moment où le professionnel de santé a rapatrié le document, il avait les droits d'accès. Et donc là, on part du principe que c'était en ordre pour le patient à ce moment-là. Évidemment qu'il ne peut pas être effacé après ensuite du dossier primaire. Ça peut avoir des conséquences? Alors non, parce que ça veut dire qu'au moment où le professionnel l'a rapatrié, il avait les droits, il a basé son jugement, son travail sur ce document-là, et donc il est en droit aussi de le conserver, si tout d'un coup il devait y avoir après justement des histoires, qu'il puisse aussi argumenter de son côté pourquoi est-ce qu'il a pris telle ou telle décision. Ok, merci. C'est la même chose avec le dossier aujourd'hui. Si un patient, entre guillemets, demande son dossier, en fait on lui donne une copie de son dossier, et on garde toujours l'original, entre guillemets, chez nous aussi. D'accord. Autre question, comment cela devrait-il se passer pour les personnes en détention? Devront-ils obligatoirement adhérer au DEP? Qui donnerait les droits d'accès, le prisonnier ou autre? Non, alors en principe, si la personne a sa capacité de discernement, c'est le dossier électronique du détenu, hein. Donc c'est lui qui Enfin, je pense pas. détermine. Je pense que les droits sont les mêmes pour un détenu que pour un patient qui ne serait pas détenu. Donc c'est son dossier à lui, personne n'aurait le droit d'y aller en dehors des professionnels de santé autorisés. Je ne comprends pas très bien la question, mais... Je pense que c'est le fait qu'il soit détenu. Est-ce que ça lui, malgré tout, ça l'autorise à créer son dossier et à le suivre? J'imagine que c'est le contenu de la question. Oui, j'imagine qu'un cas détenu a le droit aussi d'avoir son dossier électronique du patient. En tout cas, ils ne sont pas exclus par la loi, me semble-t-il, d'avoir un dossier électronique. OK. On a une dernière question en ce qui vous concerne. Pouvez-vous développer la question de l'obligation légale d'enregistrer les informations dans le dossier électronique du patient? Alors, je ne crois pas qu'il y ait une obligation d'enregistrer les documents, en tout cas pas aussi précisément. Par contre, il y aura bientôt l'obligation de faire partie de ce qu'on appelle une communauté, et qui, elle, lorsqu'on en fait partie, met à disposition des patients le dossier électronique. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une obligation pour dire le docteur Bunsley doit absolument mettre les CG dedans.
Donc ça ne va pas si loin, me semble-t-il, la loi, d'obliger le professionnel de santé à mettre les documents. Maintenant, c'est clair que l'intérêt est quand même pour son patient. Donc si on fait de la rétention d'informations, je pense que ce n'est pas forcément bénéfique pour le patient. Après, le patient, encore une fois, peut aussi mettre lui-même des données. Donc le dossier du professionnel de santé, on sait, hein, il appartient au patient quand même. Enfin, il appartient au patient, il appartient au professionnel de santé. Mais le patient a le droit d'avoir accès à tout. Donc finalement, si le médecin ne participe pas, le patient peut aussi décider, lui, de ce qu'il veut mettre dans son dossier. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Oui, ce qui souvent, la question qui a souvent été posée, c'était de dire, mais tout d'un coup, le patient va prendre conscience de certaines pathologies qui lui ont peut-être jamais été explicitées de manière très claire, et tout d'un coup, en gérant son dossier, il va prendre conscience de cela. Et là, comment on imagine, ou comment est-ce que vous imaginez gérer ces situations-là? Tout comme aujourd'hui, c'est déjà le cas, comme je viens de dire avant, le patient a accès à tout son dossier médical. Et donc, on se doit quand même d'être un peu prudent dans ce qu'on écrit sur nos courriers lorsqu'on adresse des patients à des spécialistes, par exemple. Si on estime qu'on n'est pas au clair avec le diagnostic, par exemple, et puis que c'est des choses qui doivent rester en nous, et je pense qu'il faut les garder pour nous. Après, oui, c'était une des craintes. C'est ce que je disais avec l'exemple français où les patients vont apparemment au laboratoire se faire piquer, puis reçoivent directement les résultats. Par une copie des résultats, y compris des tests HIV ou autres. Comme je disais, c'est un peu un changement de paradigme chez nous, c'est beaucoup moins comme ça. Et peut-être qu'il faudra qu'on prépare plus les patients à accepter ou à lire leurs résultats avant qu'on puisse les revoir, nous, pour interpréter en fait, médicalement les choses. Donc oui, je pense que là, il y a effectivement des choses qui doivent un peu changer en Suisse, en tout cas par rapport à d'autres pays. Merci. Une dernière question. On parle des coûts pour les professionnels, mais en comparaison avec le risque d'oubli, de confusion et d'erreur quand on demande au patient de raconter son histoire médicale à chaque consultation avec un spécialiste, est-ce que c'est pas indispensable selon vous, voire obligatoire? Je m'excuse, j'ai pas compris. Oh, je lis mal alors. On parle des coûts pour les professionnels, mais en Oui. comparaison avec le risque d'oubli, de confusion et d'erreur quand on demande au patient de raconter son histoire médicale à chaque consultation avec un spécialiste, est-ce que c'est pas indispensable selon vous, voire obligatoire? Il doit manquer un mot là. Est-ce que c'est indispensable est-ce qu'on évitera le fait que le patient répète à chaque fois son dossier? J'imagine que c'est ça. En tout cas, oui, voilà, la personne est en train d'expliciter sa question parce que il doit manquer un petit bout là. Ah, mais en fait, je peux voir les commentaires. Ah, ouais. Oui, oui, vous pouvez voir la question. Mais Je pense les coûts des professionnels, après, ça dépend vraiment de l'intégration qui sera faite aussi avec le logiciel primaire. C'est clair que s'il faut commencer à cliquer à gauche, à droite, se retentifier 15 fois, ça va perdre du temps. Maintenant, si c'est clairement intégré dans le dossier primaire, on ne va pas non plus aller lire des documents qui ne sont pas forcément relevants pour la prise en charge. Donc, si on imagine que, par exemple, moi, médecin de famille, j'adresse un patient au cardiologue, j'écris une lettre au cardiologue, le cardiologue ira dans le DEP, il ira lire la lettre du médecin de famille, probablement avant la consultation, puis ensuite il reprendra le patient et c'est clair qu'il va reposer des questions. Ça ne va pas remplacer l'anamnèse, hein. Mais c'est déjà le cas comme aujourd'hui, finalement. C'est juste que la lettre, au lieu qu'elle soit envoyée par mail ou par courrier postal, elle sera dans le DEP. donc, si je comprends bien la question qui a été posée, je dirais que le fait de mettre en place le dossier électronique du patient évitera qu'à chaque fois, le patient raconte son histoire médicale à chaque consultation avec un spécialiste. Alors peut-être l'histoire médicale. Après, l'anamnèse, elle va rester. Quand on travaille comme médecin, on fait une anamnèse. Même si on a un document d'un spécialiste ou même si on a un document d'un médecin qui nous l'a référé, on reprend en général l'anamnèse, de toute OK. façon. Donc je ne pense pas que ça remplacera l'anamnèse, si c'était ça la question. Après, c'est clair, ça va favoriser, je pense quand même, la communication entre professionnels de santé. Moi, je vois ça surtout important pour effectivement, alors peut-être les antécédents, les allergies, les médicaments, parce qu'encore une fois, là, des fois, c'est important d'avoir vraiment les dernières données à jour. Et puis le patient ne sait pas forcément toujours ce qu'il a comme médicament, donc ça c'est important. Maintenant, pour l'anamnèse, non, ça ne remplacera pas l'anamnèse, parce que l'histoire
elle est aussi comptée souvent différemment d'un professionnel de santé à l'autre. Si on prend 2 fois la même anamnèse, c'est-à-dire la même histoire que le patient a ressentie ou raconte, elle est souvent un peu différente d'une fois à l'autre. Donc je pense que ça ne remplacera pas ce travail-là. OK. Encore une question, dis donc, à quoi va ressembler un dossier électronique du patient après plusieurs années? Quelle complexité et comment naviguer efficacement au milieu des données? Oui, alors comme je l'ai montré peut-être là, je ne sais pas si on peut revoir. Hop. Donc en fait, il y a la possibilité, je ne sais pas si vous voyez ici, vous voyez bien, ou Oui, bien on peut oui, rechercher, hein, donc on peut chercher par période de temps. Donc on peut dire, je limite ma recherche à la dernière année, par exemple, ou je peux chercher par classe de documents, par service, par établissement. Par type de prise en charge, par événement. Enfin, il y a des métadonnées qui sont nationalisées, si on veut bien, et qui vont permettre justement de rechercher seulement certains types de documents. Donc, si je veux chercher que les hospitalisations, je peux chercher que les hospitalisations dans le canton de Neuchâtel, par exemple. d'accord. J'ai juste oublié de préciser qu'il y a peut-être quelque chose d'important. Vous avez entendu qu'en Suisse, il y a plusieurs communautés, hein, et donc le dossier électronique du patient de base, ce qui est donc ce cercle orange, il est interopérable. Ça veut dire ici cette case à cocher, enfin c'est pas une case à cocher, mais c'est le oui/non là, c'est rechercher les autres communautés. Si je mets oui ici, je peux chercher en fait les documents qui auraient été déposés dans une autre communauté. On peut imaginer le patient, il va skier au Grison par exemple, il se casse la jambe au Grison. Le médecin des urgences de l'hôpital de Grison pourrait, sous réserve que le patient lui autorise, venir chercher dans la communauté neuchâteloise les documents. Merci beaucoup. Parfait. Service. Là, on est au bout des... Alors, encore une question. Attendez, on me demande. Alors, le dossier électronique du patient suisse est-il interopérable avec les dossiers électroniques européens? C'est une excellente question. Non, par contre, les normes qui sont utilisées par le dossier électronique du patient suisse sont des normes internationales. Maintenant, je ne crois pas que ça a été prévu, en tout cas dans une première étape. On va déjà essayer de faire converser tous les cantons. Et puis l'étranger, on verra après. Mais c'est une bonne question. En tout cas, les standards qui sont utilisés sont des standards internationaux, hein. Merci. Merci beaucoup. Service. Voilà, je propose qu'on garde les questions suivantes pour le deuxième round et puis je propose à Monsieur Christian Borel-Jacquet, voilà, de prendre la suite. Donc, je rappelle, monsieur, que vous êtes président de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens et qu'à ce titre, vous allez pouvoir nous donner le regard que vous portez par vos consoeurs, vos confrères et vous-même sur le sujet. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Je pense que Dominique nous a fait un très très bon aperçu du dossier électronique du patient. Ce que je constate, c'est que pour l'instant, c'est encore une vision à moyen, voire à long terme. Et il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus avant. Vous savez que l'adhérence au dossier à une communauté a été rendue obligatoire pour les hôpitaux et certains établissements. Il n'a pas été rendu pour l'instant obligatoire aux médecins et aux pharmaciens, en particulier parce que la couverture informatique des médecins n'était pas suffisante. En ce qui concerne les pharmacies, je dirais que et ce n'est pas au détriment des médecins qu'on se comprenne bien, mais les pharmacies sont depuis à peu près une vingtaine d'années déjà informatisées. Pourquoi ? Parce que dans une pharmacie, n'oublions pas que la première mission de la pharmacie et du pharmacien est d'assurer les besoins en médicaments pour la population. Donc, nous avons, et c'est souvent oublié, un très gros problème de logistique par rapport au nombre de références. Si les gens connaissent le fichier immédiat, qui est
à peu près le seul fichier en Suisse qui permet de recenser les positions des principes actifs et médicaments, eh bien, il y a plusieurs dizaines de milliers de positions. Et donc, depuis longtemps, ça a été un challenge pour les pharmacies, au travers de l'informatique, de pouvoir gérer cet approvisionnement et cette logistique. Deuxième problématique qu'on a en pharmacie, c'est ce qu'on appelle le flux des clients. Contrairement à beaucoup d'autres partenaires du domaine de la santé, nous ne gérons pas le flux des clients, nous le subissons. C'est-à-dire que nous avons une clientèle qui va arriver, non pas sur rendez-vous. Donc, on ne pourra pas dire que Madame Perrin-Jacquet, vous êtes attendue à la pharmacie entre 10h30 et 10h45, mais vous allez pouvoir venir quand vous voulez. Et donc, il y a une gestion de l'instantabilité qui est extrêmement importante en pharmacie à cause de ça. J'ai souvent tendance à prendre une comparaison avec un restaurant où lorsque vous avez ce qu'on appelle le coup de feu de 11h30, si pour votre préparation, vous devez encore couper vos oignons, eh bien, ça se passe mal. Donc, les pharmacies ont été très tôt confrontés à ces problèmes et l'informatique a toujours été, depuis son apparition, un moyen de gérer ça dans les systèmes primaires des pharmacies. Donc, nous avons depuis longtemps une expérience du domaine informatique en pharmacie. Comme vous le savez, je suis pharmacien, donc président de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens, et à ce titre-là, en relation avec notre société faîtière PharmaSuisse. Mais en tant que pharmacien neuchâtelois, je me suis permis de remettre cette petite diapositive sur les communautés. Donc, vous voyez que Neuchâtel a sa propre communauté du dossier électronique du patient, et puis que les autres cantons romans, en particulier, sont avec CARA, qui est une autre communauté. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, vous avez une communauté qui s'appelle Abilis et qui est une communauté qui appartient à une société de pharmaciens qui est OFAC et donc qui, elle, a une ambition de couvrir toute la Suisse. Et ça va poser différentes problématiques, en particulier techniques, puisque Dominique, on a parlé de cette interopérabilité des communautés. Néanmoins, d'un point de vue pratique, ça va poser quelques problèmes de connexion. Pourquoi le canton de Neuchâtel est tout seul ? Eh bien, parce que la démarche a été d'intégrer très rapidement les professionnels de santé à la communauté de référence. Et vous voyez que ce soit les médecins au travers de la Société neuchâteloise, que ce soit les pharmaciens au travers de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens, nous sommes directement intégrés dans le processus. Je crois que ceci est extrêmement important parce que on s'aperçoit dans d'autres domaines. Je vais prendre un exemple actuel qui est par exemple le Covid. Dans le Covid, vous avez une structure de plan catastrophe sur le canton de Neuchâtel, mais qui n'intègre que le médecin cantonal. Donc, les sociétés ne sont pas directement comprises dedans et on a des problèmes de communication à ce niveau-là. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir de la problématique Covid, eh bien, ce serait qu'on intègre les sociétés professionnelles dans ce plan catastrophe. Je prends un autre exemple sur lequel ça me semble important. Pour ceux qui étaient déjà là lors de la première rencontre, nous avons entendu la communauté de référence CARA. Et puis, CARA nous a dit que sa première problématique était les politiques de santé publique.
Or, si Cara représente Vaud, Fribourg, Valais, Genève, etc., on peut se poser la question, quelle santé publique est-ce qu'ils vont gérer? Et ceci n'est pas défini pour l'instant, alors qu'on voit que sur la structure de Neuchâtel, on a cette intégration qui va permettre un dialogue à tout moment avec les professionnels. Et je pense que ça a été la volonté dès le départ, et je crois que c'est extrêmement important, plutôt que d'élaborer toute une structure, et puis ensuite de se dire, ah ben finalement, quelles auraient été vos attentes? Voilà. Mais c'est une des raisons, il faut le dire, pour lequel Neuchâtel est actuellement seul, mais rien n'est figé et on le verra, il y a des regroupements à l'heure actuelle qui s'opèrent. Dominique en a aussi parlé, je reviens parce que ça me paraît être fondamental par rapport à ce qu'on va gérer les différentes choses par rapport à ces droits d'accès. Et vous voyez que les droits d'accès normaux donnent l'accès des documents avec un niveau de confidentialité normal. Donc, on va pouvoir accéder à tous les documents normalement. Par contre, on va avoir des droits qui peuvent être avec des niveaux de confidentialité secrets et avec cette problématique de savoir finalement d'avoir mis en place une structure où on veut que tout soit regroupé, mais avec pas la possibilité d'y accéder. Et Dominique l'a aussi mentionné, ça va poser des problèmes de responsabilité. Est-ce qu'un professionnel de la santé a l'obligation de s'informer? Est-ce que si j'ai un patient qui arrive en pharmacie, est-ce que j'ai l'historique par rapport à ça? Tout ça devra, à mon avis, être statué et il y a encore beaucoup de chemin par rapport à la situation actuelle. On l'a aussi vu, et j'y reviens parce que c'est extrêmement important. Dans la forme actuelle, le DEP est un stockage de ce qu'on peut appeler de documents passifs. Donc, il n'y a pas d'échange dynamique qui est possible. C'est extrêmement important parce que vous avez vu avec l'exemple de Dominique Bunsley par rapport au système de santé, au système primaire, il doit y avoir une possibilité d'interaction. La problématique est que il y a plusieurs systèmes de santé primaire et puis dans la pratique, pouvoir faire communiquer tous ces systèmes de santé primaire, tous ces systèmes informatiques primaires, avec le DEP pose énormément de problèmes d'un point de vue technique. Donc, ce que les professionnels de santé souhaitent, c'est pouvoir échanger numériquement des rapports ou avoir une communication directe avec d'autres. Donc, si on reprend l'ensemble des participants du domaine de la santé, que ce soit les pharmacies, les cabinets médicaux ou d'autres acteurs, eh bien, on voit qu'on a un peu ce gâteau dans le futur qui sera le dossier électronique du patient parce qu'il nous permettra d'avoir accès à beaucoup de choses, mais il nous manque quand même la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire l'aspect pratique de l'utilisation de ce DEP qui ne pourra être fait que par ce qu'on a appelé des modules additionnels. Et la e-médication est une des applications les plus fréquemment demandées dans la concertation sur l'élaboration de ces modules additionnels. Alors, pour ces modules additionnels, c'est effectivement ce qu'on appelle le projet PMP, le plan de médication partagée, qui est un des modules additionnels en tant que service supplémentaire. Dominique en a mentionné différents. La grande problématique qu'on a, c'est que le DEP a un cadre juridique.
Les modules additionnels, pour l'instant, n'en ont aucun. Ces modules additionnels sont faits par des sociétés, donc il y aura un problème de concurrence entre ces différentes sociétés. Il y a un problème de compatibilité, à qui appartiennent les datas. Toute cette problématique des modules additionnels, pour l'instant, n'est absolument pas résolue. La seule chose que l'on sait réglementer est le DEP. Mais le DEP, dans sa forme actuelle, malheureusement, n'est pas très utilisable pour les professionnels de santé. Comment résoudre les choses? Eh bien, il y a énormément d'enjeux dans cette problématique. J'ai repris ici les différents acteurs, pharmacies, cabinets médicaux et autres acteurs du DEP. Et on sait que le nerf de la guerre sera cette mise à disposition des données en dehors du DEP. Alors on parle pour des termes techniques de concentrateurs, d'agrégateurs, mais encore une fois, pour l'instant, aucun cadre juridique n'est donné à cette partie-là. Et c'est ça la grande problématique que l'on a maintenant. Qui va gérer, qui va pouvoir donner des droits, qui va permettre d'obtenir les datas de ce module en dehors du DEP. Selon PharmaSuisse, qui est notre société faîtière, donc je vous donne les constatations actuellement qui nous ont été communiquées au président Courteneau. Alors évidemment que l'architecture ne permet que des documents statiques, ça nous l'avons vu. L'approche décentralisée s'avère être de plus en plus complexe. Donc effectivement, ces modules additionnels, est-ce que le plan de médication partagé de la société X sera le même que la société Y? Est-ce qu'il y aura une compatibilité dans l'échange de ces plans de médication partagés s'ils sont différents? Tout ça est quelque chose qu'on doit résoudre. Les financements futurs, pour l'instant, ne sont pas garantis et seuls 2 prestataires sont actuellement certifiés. Donc vous voyez que dans la réalité des faits, on a encore pas mal de chemin à faire. Et puis le rejet de la loi sur l'identification électronique pose effectivement différents problèmes, même si la fois passée, une personne a dit que ça ne changeait rien. D'après d'autres spécialistes, ça va rendre l'introduction beaucoup plus difficile. Et puis le onboarding s'avère être ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de déploiements qui sont très opérationnels. Alors, on espère un déploiement en 2022, la possibilité d'éléments dynamiques pas avant 2024, et puis le développement de l'architecture, et je reviens donc à cette structure en dehors du DEP, parce que c'est celle-là qui sera opérationnelle, qui sera vraiment l'outil de travail, eh bien, pour l'instant, ce n'est pas très clair. Les capitaux pour les investissements nécessaires font défaut et surtout, quelles communautés de référence pourront survivre parce que ça représente en termes de certification et en termes de mise à niveau des coûts énormes. En ce qui concerne la sécurité, comme je l'ai dit, toutes les pharmacies sont informatisées depuis plusieurs années, mais il faudra également avoir une mise à niveau de la culture de cette sécurité dans les pharmacies. Si je regarde maintenant d'une manière très pratique, je pense que je peux très facilement sortir ma clé USB, l'introduire dans un port USB, puisque dans une pharmacie, on va dire moyenne, il y a entre 6 à 8 terminaux. Et donc, je pourrais très facilement avoir une intrusion à ce niveau-là. Par contre, tous les systèmes primaires que nous utilisons sont extrêmement sécurisés. Et ce qu'on peut dire, c'est que
dans les différents acteurs qui vont se retrouver au niveau du DEP, c'est certainement le patient qui restera le maillon faible au niveau de la sécurité. Donc, en conclusion, je crois que les pharmacies à l'heure actuelle, pardon, je vais un peu trop vite, je crois que les pharmacies sont prêtes à relever les défis du DEP, d'une part parce que l'utilisation de l'informatique en officine se fait depuis des années, que les équipes de pharmacie, puisqu'on parle aussi d'équipes au niveau de la pharmacie, donc ça comprend les assistantes en pharmacie, sont, on va dire, dans le bain du numérique également depuis un certain temps. Et vous savez qu'on a de plus en plus recours à des applications numériques comme Click and Collect ou une autre application de plus en plus comme des commandes par email ou carrément des pharmacies online. Vous savez qu'un des grands fournisseurs de pharmacie, qui est le fournisseur le plus important en Suisse, a sa propre pharmacie online. Donc, dans votre pharmacie, si une personne souhaite commander ses produits online, on peut très facilement vous orienter vers une pharmacie online. Et puis, vous avez tous certainement déjà reçu des publications, des publicités pour la pharmacie online Apotex-Roset, qui appartient en partie au conglomérat Migros et Medbase. Donc, en ce qui concerne les pharmacies, nous gérons déjà énormément d'applications numériques au niveau des officines. Par contre, vous savez que dernièrement, il y a eu un regroupement entre la communauté plutôt suisse-alémanique d'Axana et puis cette communauté des pharmacies qui s'appelle Abilis. Donc, on voit que les communautés vont bouger, que l'interopérabilité est inscrite dans la loi, mais qu'en ce qui concerne tous les modules additionnels, ce qui sont les modules pratiques, eh bien pour l'instant, il n'y a rien qui est résolu. Et c'est une des questions qui se posera, en particulier pour les questions de sécurité dans cette interopérabilité de no man's land que sont les modules additionnels. Voilà, en conclusion, je crois que au niveau des pharmacies, comme je l'ai dit, nous sommes tout à fait prêtes à ce dossier électronique du patient. Je crois que dans sa forme, il est encore loin d'être parfait et loin d'être pratique, mais je crois qu'on est au début de l'aventure et puis je pense qu'il faut continuer. Voilà. Et je vous adresse quelques petits codes binaires à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment. Alors, je sens que vous êtes prêt à y aller, mais en même temps, vous mettez en évidence toutes les interrogations qui sont encore là. Je vous assure qu'il y a un certain nombre de questions. Vous avez suscité un certain nombre de questions et on va démarrer tout ça. Alors, première question, pourquoi la Confédération n'a pas pris ou pas voulu prendre le lead pour harmoniser les systèmes DEP? Parce que je crois que, encore une fois, il n'y a pas eu de consensus suffisant. Vous voyez qu'au niveau des participants, la Confédération n'a pas pu imposer directement de par la situation pratique qu'il y avait. La Confédération a eu peur d'un blocage si elle imposait trop rapidement. Et puis, je crois que contrairement à ce qu'on pense, la Confédération a le pouvoir que les cantons lui donnent. Et au niveau des cantons, ben, vous avez vu qu'il y a une grande communauté suisse romande au travers de CARA.
Et puis, je crois que le canton de Neuchâtel, mais je suis absolument alors très partisan de cette option, même si elle nous fait paraître un petit peu pour un village de Gaulois en Suisse romande. Je crois que l'intégration des professionnels était extrêmement importante. Et je trouve dommage que une société comme Cara ne l'ait pas fait dès le départ. Après, vous voyez bien qu'il y a des degrés d'avancement qui sont différents et je pense que gérer ça au niveau de la Confédération nous aurait emmené dans des délais beaucoup trop importants. Alors, vous pouvez bien imaginer que M. Patrice Hauve de Cara réagit à vos propos et je me fais son porte-parole et il vous dit tout de suite qu'au sein de Cara, toutes les sociétés professionnelles cantonales sont également intégrées et impliquées. Voilà, je cite, et tout de suite après, vous avez Neuch devrait rejoindre Cara. Voilà. Alors, vous savez que je crois que, et je me fais le porte-parole du ministre de la Santé neuchâtelois, je crois qu'il a toujours dit que les portes n'étaient pas fermées. Ouais, je voulais juste compléter. Effectivement, c'est toujours quelque chose qui est en arrière-tête. Si on voit que ça devait se compliquer en termes de. Effectivement, c'est une petite communauté. Comme tu l'as dit, il y aura besoin de faire pas mal de certifications, de choses comme ça. Et donc, nous, on n'exclut pas rejoindre un jour la communauté Cara. Pour l'instant, ça a été assez, je trouve, bénéfique de travailler avec les gens du terrain, dans des petits comités où on se connaît tous. Je pense que ça a quand même du sens. D'ailleurs, on va débuter tout bientôt un projet pilote basé sur le patient diabétique. Voilà, donc il faut l'avoir, mais effectivement, on n'a jamais fermé la porte à Cara, en tout cas. Et comme je l'ai mentionné, vous avez vu, pour ce qui est de Cara, que visiblement Axana et Abilis sont en train de se mettre ensemble. Donc voilà, pour moi, il y aura certainement des regroupements encore dans le futur. Ça sera important que les acteurs puissent effectivement se faire entendre. Il est clair que plus les choses seront regroupées, mieux c'est. Mais comme Dominique vient de le dire, je crois qu'un projet pilote sur les patients diabétiques est extrêmement important et pas forcément évident à mettre en place avec, disons, une communauté qui regrouperait 4-5 cantons. Donc je pense qu'il y a... Pardon, ouais. Sur l'origine, hein, je regarde en arrière là, mais effectivement, hein, nous, enfin, je sais pas si tu te rappelles, quand on était à la table ronde, la première chose qui nous a quand même un peu surpris, c'est que ce soit pas la Confédération qui finalement offre ce type d'outils, aussi en termes d'infrastructure informatique, mais que ce soit la Poste, Swisscom qui héberge ce genre de données, ça nous a quand même un tout petit peu surpris. Et puis au fond, c'est le législateur qui a voulu ça, hein. Donc si on revient en arrière en 2010, c'est le Conseil fédéral qui a chargé le département fédéral de l'Intérieur d'élaborer des lois. Et en fait, tout vient de là. Donc les lois ont été élaborées pas par nous, mais on s'est fait quelque part imposer un système législatif dans lequel maintenant on navigue. Mais effectivement, il y a des incohérences et on espère que ces incohérences ne seront pas trop handicapantes, on va dire. Disons, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut que ces incohérences puissent être résolues et puis qu'on puisse avancer et que ça ne soit pas bloquant. C'est ça qui est important. Et puis c'est vrai qu'il y a par exemple les modules additionnels, le plan de traitement partagé dont tu as très bien parlé. C'est hallucinant que ça ne fasse pas partie des spécifications de base du dossier électronique du patient et que ça garantit une interopérabilité entre les cantons. Alors je crois qu'ils sont quand même en train de réaliser ça, ils sont en train de travailler à ce qu'il y ait quand même des normes par rapport au plan de médication partagé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation légale. Et donc Swisscom, la Poste, ils sont pas obligés de parler entre eux pour rendre le plan de traitement partagé interopérable entre les deux plateformes, hein. C'est la grande problématique et c'est quand même le module sur lequel on est le plus avancé. Donc j'imagine que pour les autres, ça posera aussi des problèmes. Mais nous vous relaissons la parole, Madame Perrin-Jacquet. Vous avez, oui, il y a toute une série de questions, mais je sens par contre que Patrice Hauve est en train de trépigner derrière son écran. Est-ce qu'il veut mettre sa caméra et intervenir sur cette discussion-là avant que j'enchaîne avec les questions suivantes?
Bonjour, je ne suis pas sûr que ma caméra fonctionne. Oui, écoutez, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Merci de me donner la parole. C'est le problème de Cara. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Je plaisante. Merci de me donner la parole. Peut-être juste deux, trois mots sur le service et médication ou plan de médication partagé. C'est un projet effectivement que Cara développe et porte au niveau suisse depuis plusieurs années, notamment avec les HUG qui ont développé cet agrégateur dont M. Borel-Jacquet parlait tout à l'heure. Donc, nous sommes en première ligne au sein de Cara pour développer ce plan de médication partagée. Nous sommes en train de collaborer avec PharmaSuisse pour qu'ensemble, les acteurs de la pharmacie et Cara puissent mettre à disposition des professionnels de santé un plan de médication partagée qui corresponde aux attentes de chacune et de chacun. Et par ailleurs, une consultation a eu lieu récemment au niveau suisse pour justement intégrer la médication, le service des médications dans le DEP. C'est une évolution prochaine du dossier électronique du patient. Alors évidemment, c'est des dossiers qui prennent un peu de temps quand il s'agit de mettre à jour des ordonnances ou de faire évoluer les spécifications, mais en tous les cas, Cara avec PharmaSuisse est en train d'avancer sur ce plan de médication partagée et dans un premier temps, que ce soit hors du DEP ou à l'avenir à l'intérieur du DEP, Cara va offrir à l'ensemble des professionnels affiliés à Cara ce moyen d'avoir un suivi exhaustif et à jour de la médication d'un patient. Monsieur Roux, si vous permettez une petite question, quid du PMP de HCI? Alors, HCI ne développe pas un PMP à proprement parler, mais nous collaborons aussi avec HCI dans le cadre de cet accord général avec PharmaSuisse pour justement, en fait, on est dans un partenariat win-win, si je peux dire, où Cara, à travers les HUG, ont développé le moteur de ce PMP. HCI, avec son portail Documedis, travaille depuis longtemps à la visualisation de ces données liées à la médication et finalement, en mettant en commun les compétences des uns et des autres, on arrivera peut-être un peu plus rapidement que ce qu'on pourrait craindre, on arrivera le plus vite possible à offrir un service qui tient la route à l'ensemble des professionnels de santé et aux patients. Parce que l'enjeu, on l'a dit, c'est de permettre à l'ensemble des professionnels d'accéder à cette donnée sur la médication, mais le patient détient une clé importante parce que c'est lui et lui seul qui sait s'il prend les médicaments qui lui ont été prescrits et c'est lui seul qui sait quels effets ces médicaments ont sur sa santé. Donc le patient et ses proches joue un rôle important dans ce plan de médication. Il est important que lui puisse aussi interagir avec les professionnels pour documenter lui-même son traitement médicamenteux. Je pense que vous avez bien fait de souligner cette collaboration avec HCI, PharmaSuisse, etc. Parce que je crois qu'on voit que on ne pourra pas y arriver, ce que certains pensaient au départ, tout seul, que ça soit du côté d'OFAC, Abilis, du côté de Documedis, HCI. Et je ne peux que me réjouir en tant qu'acteur de la collaboration qui se fait sous l'égide de PharmaSuisse pour ça, parce que c'est extrêmement important. En tout cas, moi, je vous remercie pour la clarté de vos propos, mais je ne vous cache pas que si je me mets à la place du patient qui entend parler de communautés différentes, qui entend parler de data, qui entend parler que la confiance numérique et qu'il s'interroge sur la protection des données, que malgré tout, ça puisse être présent. Et je crois qu'en termes de communication, il y aura un très gros travail à faire et de vulgarisation pour que vraiment le patient qui est au centre de ce sujet-là, il trouve son compte et n'ait pas le sentiment d'être balancé d'un coin à l'autre sans trop savoir par qui il est traité et dans quelle direction il va. Voilà, je me permets juste, mais je remercie M.
Monsieur Hoff, d'être intervenu et d'avoir de vive voix indiqué ce qu'il désirait traduire. Maintenant, j'ai encore d'autres questions assez techniques. On me pose celle-ci. HL7 est un standard e-health en Union européenne, donc interopérabilité garantie avec l'Union européenne. Comment est identifié le patient? Alors, c'est juste, hein, HL7, c'est un standard international, de même que ce qu'on appelle IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, c'est des standards internationaux. Maintenant, il n'y a pas de discussion, à ma connaissance, hein, à ce jour, avec des pays européens pour interfacer les différents dossiers. Mais toutes les spécifications qui sont du reste dans les annexes de la loi sont des standards internationaux, ce n'est pas des inventions suisses. Donc ça veut dire que potentiellement, un jour, effectivement, des interfaçages avec des dossiers étrangers pourraient être possibles. Mais faisons déjà effectivement converser les communautés suisses entre elles, et ensuite on s'attaquera à l'étranger, si j'ose dire. Mais après, juste, j'aimerais quand même rappeler que nous, on subit un petit peu ces histoires. C'est quand même le législateur qui a mis ce système compliqué en place, hein. Alors moi, je ne sais plus dans quel sens ça allait. Je pense le Conseil fédéral qui a dû édicter des grandes lignes, ensuite le département fédéral de l'intérieur, mais ensuite il y a quand même le Parlement qui a dû se pencher dessus. Et donc là, peut-être Mme Perrin-Jacquet, vous qui y étiez à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu passer ces dossiers-là, mais c'est quand même de là que ça vient à la base, hein. Ce n'est pas nous qui avons choisi un système aussi compliqué que ça, hein. Non, alors ça, c'est tout à fait juste. Puis, ma foi, il y a le respect de la démocratie et le respect des institutions avec la volonté d'avoir le niveau confédération et canton. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui zapper les cantons. Certains disent, mais pourquoi d'ailleurs c'est dans les questions et les interventions, pourquoi c'est pas l'État qui prend tout en charge? Mais ça ne fait pas partie de la réflexion actuellement, ni au Parlement, ni au Conseil fédéral. Après, bon, on peut se poser la question, est-ce que ça alourdit la procédure? Est-ce qu'au contraire, ça permettra à tout le monde d'y adhérer plus facilement au fil du temps? Il est vrai que M. Borel-Jacquet, quand vous évoquez le calendrier avant 2024 et plus, on risque d'y arriver. Ça donne l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut apprivoiser aussi ce sujet-là et donner confiance. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Je vous rejoins sur l'histoire de l'information qui va être vraiment très très importante, en particulier d'expliquer à un patient que ses données seront hébergées à la Poste ou chez Swisscom. Moi, je trouve que ça va vraiment être difficile, hein. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que ça a été voulu, c'est comme ça que c'est en Suisse, c'est aussi la liberté d'entreprise, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est comme ça. Après, je suis assez frappé que tu sois aussi optimiste que ça, 2024, pour les données structurées. Nous, on n'est pas prêts en cabinet, je pense, hein. Bon, écoutez, vous vous mettrez d'accord sur le calendrier en temps voulu. Allez, 2030. Ouais, bon, bah, voyons. On va continuer avec les questions. D'ailleurs, il y a à nouveau justement une interrogation. Pourquoi ce n'est pas géré par l'État? Financement garanti par les impôts, plus besoin de prestataires certifiés, gouvernance centrale et politique. Ben, non, pour le moment, c'est pas exactement la direction que ça prend. En plus, il est mentionné, Monsieur Borel-Jacquet, que vous dites que l'EID est lié au DEP, sachant que ce dernier est réglementé par la loi sur la protection des données, notamment l'annexe 8 pour ce qui concerne les identités numériques. Je ne crois pas que ce soit ce que vous avez indiqué. C'était plutôt c'est la confiance, en fait, du citoyen. Exact. D'ailleurs, sur Neuchâtel, vous savez qu'on a un système informatique assez développé qui permet de se connecter, hein, un portail neuchâtelois, et avec une identification. Alors, il y avait la problématique, on va être très clair, qui était de savoir si Neuchâtel partait sur cette identification, si, par exemple, un patient qui était dans une autre communauté avait une autre identification, comment se faisait le lien. En particulier, je reviens avec Abilis, puisque cette communauté a une visée nationale. Donc, nous avons eu des réunions entre les gens du DEP neuchâtelois et puis les représentants de Abilis. Eh bien, tout ça, c'était pas évident de savoir comment ça allait se résoudre. Donc, simplement, ce que j'ai mentionné, c'est que le rejet de l'identité numérique en votation est certainement
un élément qu'on doit prendre en compte dans les réflexions sur le DEP. Et comme disait Dominique, est-ce que les gens, le fait de savoir que leurs data vont être hébergés par la Poste ou Swisscom, est-ce que c'est quelque chose qui va susciter des problématiques ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais j'aimerais quand même dire que, et là aussi je rejoins Dominique Butzli, c'est que ces cadres juridiques, finalement, ce n'est pas nous qui les décidons. Nous sommes des acteurs pratiques du DEP et finalement, le législateur doit définir dans quel cadre nous pouvons opérer. Et jusqu'à présent, c'est avec ce quoi on fait, on va dire. Ce n'est pas nous qui décidons de ne pas le faire au niveau de la Confédération comme ça. Et ça, c'est un problème que les politiques doivent résoudre. Autre remarque, à mon avis, je cite, hein, il y a beaucoup trop de communautés. Pensez-vous qu'il y a un intérêt que la Confédération doit limiter le nombre à un nombre restreint et par région, et sans tomber dans l'excès de part et d'autre pour éviter des monopoles et laisser une concurrence suffisante pour qu'il y ait toujours une amélioration et évolution du DEP par les différents partenaires. Par ailleurs, on vous remercie, messieurs les orateurs, pour vos réponses. Il y a une autre question. Quel est le système d'identification électronique utilisé par CARA? Alors, monsieur Beauf répond, CARA accepte l'ensemble des MIE certifiés prévus par les cantons membres. Et puis, encore une autre remarque ou question. Une autorité de gouvernance nationale pour être chef d'orchestre est à conseiller. C'est plutôt une remarque. Ah, c'est pas trop dans le système suisse, ça. Il manque un ministère du numérique au niveau de la Confédération. D'accord. L'intégration du service et e-médication est en cours d'intégration au DEP. Là, c'est monsieur Hoff aussi qui indique cela. Et j'ai encore une remarque, n'est-ce pas, un gaspillage financier et de temps que de développer chacun sa solution et peut-être d'abandonner pour se regrouper plus tard. Une décision législative serait bienvenue pour les patients contribuables. Bon, là, il y a une remarque que le patient reste partenaire actif important qu'il faut intégrer et avec qui il faut communiquer en vulgarisant le lexique. Voilà, écoutez, là, on arrive... oui, la LDEP, oui, c'est la loi sur le dossier électronique du patient, ce n'est pas la LPD, je vous l'accorde. J'ai patiné sur mes propos, je m'en excuse. Voilà. Écoutez, voilà, on aurait fait le tour des interventions écrites suite à votre présentation, Monsieur Borel-Jacquet. Si vous le permettez, je propose que nous donnions la parole à Madame Nadia Sadawi et on se revoit après l'intervention des trois intervenantes. Madame, voilà, on va vous donner la parole. Je rappelle que vous êtes chargée cours HES à la Haute École Arc Santé à Neuchâtel et sans plus tarder, c'est à vous. Merci de me donner la parole, Madame la Présidente. Oui, je suis chargée de cours et j'accompagne les étudiants dans la connaissance du dossier de soins infirmiers. Donc, je vais mettre ma présentation. J'espère que vous la voyez. Voilà, j'espère que vous la voyez. Oui, on la voit, c'est parfait. Très bien. Alors, voilà, aujourd'hui, on me demande de discuter avec vous sur le DEP. Avant toute chose, je vais faire quand même un récapitulatif avec de ce qui se dit avec les étudiants du côté de la Haute École. Alors, à la Haute École ARC, il y a deux cursus. Hein, il y a le cursus APS dans le domaine de santé et puis le cursus bachelor en soins infirmiers. Juste deux mots pour vous dire que l'APS, c'est cette année préparatoire pour les candidats bachelor en santé qui ne disposent pas d'une formation préalable au domaine des soins. Donc, ils vont recevoir des modules complémentaires sur une année avec une expérience qui leur est accordée dans le monde du travail et auprès des personnes ayant des besoins en soins. Et ils vont confirmer leur choix d'entrée dans une des formations bachelor
du domaine de la santé, qui sont les formations en ergothérapie, en nutrition diététique, en ostéopathie, en physiothérapie, en psychomotricité, sage-femme, technique en radiologie médicale et en soins infirmiers. Donc, le bachelor soins infirmiers, tous les étudiants qui commencent cette formation ont, dans leur cursus de formation, déjà reçu des savoirs et des compétences de base dans le domaine de la santé. Le référentiel de compétences pour la filière bachelor et aussi pour les filières du domaine de santé, les étudiants auront des compétences spécifiques liées à leur profession, avec le rôle de manager, de promoteur de la santé, d'apprenant et formateur, de professionnels, de communicateurs et collaborateurs et d'experts en soins infirmiers. Et des compétences génériques qui sont aussi valables pour toutes les professions de la santé de niveau HES. Ces compétences spécifiques sont un savoir approprié aux défis de la politique de santé, une expertise professionnelle des compétences méthodologiques, un comportement professionnel et responsable et des aptitudes à communiquer et à interagir et à documenter. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il y a dans ce plan 4 de formation, il y a vraiment une volonté du domaine santé de porter une attention particulière à cette formation interprofessionnelle, hein, bien sûr du fait du contexte et des évolutions des champs sociosanitaires. Et les compétences de relations interprofessionnelles, elles reposent essentiellement sur ces deux rôles du référentiel que je vous ai cité précédemment, avec des compétences au niveau de la communication et de la collaboration. Donc, on sait que en tant que communicateur, les infirmiers vont faciliter les relations et ce rapport de confiance avec les personnes, recueillir des données, transmettre des informations pertinentes. Ils vont devoir conduire une relation professionnelle qui soit bien entendu appropriée avec les personnes et leurs proches. Et ils ont un rôle qui est un rôle de conseiller. Et en tant que collaborateurs, les infirmiers donc participent à l'activité de cette équipe interprofessionnelle qui va justement intervenir dans ce DEP. Au niveau du rôle de communicateur, l'infirmier, il structure sa communication, déjà la communication orale, il fait du recueil de données auprès de la personne, ce qui va lui permettre d'avoir cette vision structurée et globale, biopsycho-sociale et spirituelle pour cette connaissance holistique de la personne qui prend un soin. Donc, des données utilisables ensuite pour collaborer. Il fait également des évaluations pour pouvoir faire de l'examen clinique, de l'évaluation pour mesurer également les risques encourus et qui seront utiles pour adapter la prise en charge. Et il va également faire de l'éducation thérapeutique où il va utiliser des méthodes et des postures de communication qui vont être utiles pour rendre acteur aussi le patient dans sa prise en charge. Et enfin, il entre en communication avec les autres, avec ses pairs, mais aussi avec tous les membres de l'équipe multidisciplinaire, parce qu'il va bien entendu échanger lors de colloques. Nous n'avons plus ce colloque médecin infirmier, mais nous avons ce colloque médecin physio, ergothérapeute, tous ceux qui interviennent et pourquoi pas dans le cadre de réseau avec le curateur du patient, le proche du patient et toutes les personnes qui interagissent. Donc le colloque évidemment s'est agrandi. Tout ça pour vous dire que évidemment les étudiants sont mis en situation et se préparent dans le cadre de leur cursus à cette collaboration interprofessionnelle. Dans ce rôle de communicateur, il y a ces communications orales et puis il y a ces communications écrites. Donc on peut dire, et là on va parler du dossier de
tout ce que je parlais du dossier de soins infirmiers là, qui fait partie du dossier du patient dans les différentes structures médico-social, tout ce qui est accumulé, tout ce qui est emmagasiné comme information dans toutes les situations de communication orale que je viens de vous citer, viennent ensuite trier pour être consignés dans ce dossier de soins. Et on peut donc dire que ce dossier de soins infirmier, il est vraiment le lieu où sont centraliser les informations utiles à la fonction d'infirmier. Là encore, les infirmiers vont structurer le dossier, l'identification, motif d'entrée, histoire de vie, habitude de la personne, mais en tant que profession médico-déléguée, il a aussi des informations médicales qu'il vient consigner dans ce dossier, les ordres médicaux, les diagnostics médicaux, les antécédents, les hospitalisations, les traitements médicamenteux, les allergies, les résultats d'examen, les comptes rendus des visites médicales. Il va aussi évaluer les besoins et déterminer les prestations d'aide et de soins. Là, c'est dans son rôle autonome. Et puis, il va valider des actes parce qu'évidemment, il y a cette notion de traçabilité. Donc, il valide aussi des actes dans ce dossier de soins. Et les communications qu'il structure pour des problématiques nouvelles à titre d'alerte sont ces communications qui vont permettre aussi cette collaboration et qu'ils sont également consignés là. Donc là, il y a aussi la notion de cadre législatif avec les lois sur les professionnels de la santé, la loi sur la protection des données. Il y a cette obligation de tenir un dossier et puis l'obligation d'informer le patient qu'il a ce droit d'accès à ce dossier. Donc, au niveau collaborateur, dans son rôle de collaborateur, l'infirmier va s'informer, mais également informer. Donc, il y a cette notion de partage d'informations qui va permettre cette qualité des soins. Et l'infirmier, il a cette responsabilité de l'actualisation de ce dossier. Il doit garantir la sécurité des soins qui sont prodigués en connaissance de cause. Et je dis en connaissance de cause parce qu'il a obligation du coup de consulter ce dossier dès qu'il prend en charge un patient, d'aller consulter ce dossier de soins. Il assure la continuité des soins et de ce fait, il fournit ces soins de qualité. Il va répondre à des objectifs de soins. Et puis, dans son rôle de collaborateur, il assure ce suivi parce qu'il va transférer des informations, je pense notamment avec le DMST, pour cette continuité des soins et pour collaborer avec les autres services, avec les autres professionnels. Donc, cette transmission, qui est par ailleurs un critère d'évaluation de la qualité d'un soin, est une notion qui reste utile. Et d'ailleurs, auprès des étudiants, travaillons beaucoup sur cette notion de transmission dans ce cadre de collaboration. La LAMAL, pour reprendre la loi, qui dit que les soins sont appropriés, efficaces et économiques, donc donne aussi cette obligation de documenter ce dossier pour justement donner une réponse à cette partie législative. Enfin, le DEP, le conseiller, il est conseiller, cet infirmier. Donc, dans son rôle de conseiller, il va jouer ce rôle de promoteur un peu de la santé dans sa relation avec la personne qui prend en soin, dans cette relation de confiance. Et il va pouvoir conseiller le patient dans son rapport à ce DEP et toujours dans le respect de ses droits, donc l'ouverture du DEP, à qui donner le droit d'accès, à qui, voilà, dans son droit de ne pas donner l'accès à certains professionnels qui font partie de l'équipe. Donc, il a ce rôle de synthèse. Donc, on sait, l'infirmier, il recueille beaucoup d'informations, il est au plus près de la personne soignée. Donc, pour la pertinence des données, il sait faire le tri. Ensuite, il
cette vision globale de situation et ce contact avec tellement de professionnels que en termes de coordination, c'est quelque chose que de transmettre des données qu'il a l'habitude de faire et de communiquer. Donc, il est attentif aussi en termes de formulation d'informations à ce qu'il note, hein, parce qu'en tant que responsable du dossier de soins infirmiers, il est attentif à la transmission, donc à la transparence aussi des informations. Et voilà, il sait que par la loi, seules les notes personnelles du service ne sont pas transmises. Pour ce DEP, dans le cadre du partenariat, il y a ce souci un peu majeur de l'infirmier qui est le souci de l'erreur, hein, de la faute. Donc, cette communication omniprésente dans sa fonction et cette vérification, toujours double vérification dans son rôle autonome, rend une inquiétude supplémentaire avec ce DEP dans la mesure où s'il n'a pas l'accord du patient d'accéder à son DEP. Ensuite, au niveau de la responsabilité du DEP, hein, donc l'infirmier, il a cette responsabilité du dossier de son infirmier. Qu'en est-il du DEP au même titre que le médecin est responsable de son propre dossier? Est-ce que c'est le patient qui serait responsable de son DEP et du coup qui doit garantir une exactitude et que les informations consignées dans ce DEP sont justes. Donc, ça met un souci supplémentaire dans le rôle de l'infirmier, hein, dans cette lutte contre l'erreur et pour lutter aussi sur cette non-information. Ensuite, il y a cette inquiétude en tant que coordinateur des soins qui sera également le coordinateur de toutes les informations relevées dans ce DEP. Le DEP, au niveau de la complétude, dans un souci d'assurer les soins, sera-t-il complet? Y aura-t-il des informations manquantes, hein, aussi du fait que le patient est décideur de la transmission des informations? Au niveau des programmes informatiques, hein, nous travaillons avec les étudiants sur les technologies d'information et de communication. Donc, par rapport à ces logiciels, est-ce que on aura toujours cet accès, cette disponibilité au DEP en tout temps? On est dans un souci aussi de rapidité, hein, parce que on doit mesurer l'aspect économique du soin. Donc, dans cette idée de se coordonner, mais de façon rapide, est-ce que toutes les plateformes seront compatibles et seront mises à jour quand le système primaire recevra une mise à jour? Est-ce qu'il n'y aura pas une déconnexion possible avec le DEP? Donc, plusieurs questions, en tout cas, de cet ordre-là. Et est-ce que, quelque part, on ne va pas maintenir cette communication orale dès lors qu'on sait qu'un professionnel n'aura pas l'accès à ce DEP? Et quelque part, il y aura aussi cette idée qu'il faut être aussi à jour de ce côté-là, de savoir qui l'a, qui ne l'a pas. Les idées, c'est de procéder par filtre, hein, justement dans ce souci du tri des informations qui seraient consignées dans le DEP, et bien entendu avec un historique, mais que l'actualité demeure. L'actualité, c'est les ordres médicaux à jour, c'est les traitements médicamenteux, toute la médication qui soit actuelle et que tout ce qui est obsolète, tout ce qui est désuet, enfin, soit consigné dans un historique. Il y a l'idée que le DEP soit vraiment intégré dans un logiciel utilisé pour éviter en fait des manipulations supplémentaires et éviter en fait cette perte de temps puisque l'infirmière enseigne déjà ce dossier de soins infirmiers.
Ensuite, on souhaite aussi éviter ces temps de coordination qui sont quand même facturés la malle. Là, c'est l'infirmière des soins à domicile qui parle et qui sait combien l'assureur pointe du doigt un peu tous ces temps de coordination qui sont facturés avec un tarif horaire. On a l'idée qu'il y ait une chronologie, hein, toujours pour pouvoir se référer à ce qui est passé, ce qui est actuel, ce qui est envisagé pour le patient de la part de l'équipe pluridisciplinaire. Ensuite, il faudrait recevoir ces informations en temps réel. Hein, je pense aux imageries, je pense aux résultats de laboratoire, mais également des comptes rendus de consultation. Sauf que il y a ce temps toujours qui est différent de à quel moment on est auprès du patient et à quel moment on reçoit le compte rendu de la visite médicale ou d'une quelconque intervention. Donc voilà, tout ça pour garantir ce suivi du patient qui est la préoccupation quand même majeure de l'infirmier. Enfin, pour conclure, dans ce rôle de facilitant la communication avec le patient et puis dans cette relation soignant-soigné et puis cette relation de confiance hein, que l'infirmier met tout en œuvre pour instaurer. On est au courant que les patients sont demandeurs d'éclaircissement auprès des infirmiers. Le médecin a dit ça, vous pouvez me réexpliquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en tant qu'infirmier, reprocéder auprès du patient pour s'assurer de la compréhension de sa prise en soin. Alors là, quel acte dans un catalogue de prestations pourra permettre justement tout ce temps qui sera donné aux explications relatives aux informations qui sont dans le DEP et auxquelles le patient aura son accès. Voilà ce que nous pouvions dire avec l'aide de mes collègues partenaires à la Haute École sur ce DEP. Voilà. Merci de votre attention. Merci Madame pour la complexité de la présentation qui démontre qu'effectivement pour les infirmières et infirmiers, la mise en place de ce dossier électronique du patient ne va pas se faire comment dirais-je, rapidement et facilement. Écoutez, il y a déjà des questions qui arrivent tout de suite. Une première qui vous pose la question suivante. La hiérarchisation des infos, comment est-ce que vous l'imaginez et est-ce qu'il risque d'y avoir un conflit et qui va être le médiateur ? Alors exactement, ça c'est une question intéressante. Comment on va procéder parce qu'on imagine qu'à l'ouverture du DEP, on va devoir faire déjà centraliser les informations pour refaire un peu l'anamnèse et pour pouvoir permettre cette connaissance générale du DEP, en fait, du patient. Donc, pour la hiérarchisation, j'ai parlé hein, que l'infirmier structuré, donc il faudrait organiser une structure par profession et ensuite que chacun un peu fasse un compte rendu qui permette un peu ces parts d'information. Si vous permettez, Madame Saad, oui, c'est moi qui vous ai posé la question oui. Et elle était aussi d'une manière générale. On sait tous qu'on a déjà entendu des gens qui nous disaient, mais y compris avec les médecins, celui-ci m'a dit ça, celui-là m'a dit autre chose. Et quand j'entends toutes les possibilités que les infirmiers ont de mettre des informations dans le DEP, c'est ce qui a motivé ma question, c'était de savoir finalement, une fois que l'info est dans le DEP, si une personne la contredit, comment ça va se gérer. Et voilà, c'était plus dans cette optique-là. Alors seule la réponse apportée auprès des personnes concernées, on
pour ensuite peut-être dans l'idée qu'il y ait une référence dans la fonction infirmière, dans ce DEP, que soit consigné seulement qu'une seule personne puisse consigner les informations dans le DEP. Il y aurait cette idée que quand l'information est clarifiée hein, sur un dilemme, sur un malentendu ou une contradiction, l'information juste soit établie dans le DEP, mais que l'autre disparaisse. Donc, puisque on peut, on suppose en tout cas que dans le DEP, on puisse retirer des informations. Là vient un élément, c'est la notion de traçabilité, donc ça devient délicat. Non, juste pour préciser, donc il y a un système de versionning qui est possible. En aucun cas, on peut retirer un document du DEP, ça c'est pas possible par contre. Le mettre en historique. Et tout est historisé, tout est logué, mais c'est pas possible de retirer un document du DEP une fois qu'il a été mis. Par contre, c'est possible de faire plusieurs versions du même document. D'accord. Et puis ensuite, c'est vrai que par rapport à la hiérarchisation des informations, je pense que chaque communauté, et c'est peut-être ça qui est bien, c'est que chaque communauté doit réfléchir à qu'est-ce qui est pertinent finalement comme document dans le dossier électronique du patient. On n'a pas envie que ça devienne une caverne d'Ali Baba avec trop de trésors. Il faudrait qu'il y ait seulement qu'il y ait une sélection des documents qui sont utiles finalement pour le patient aussi. Hein. Et ça, c'est des choses qu'on a discutées en tout cas à Neuchâtel, de quels étaient les documents les plus importants que les acteurs autour du patient estimaient avoir besoin. Mmh. Pardon. Il est vrai que la hiérarchisation sera difficile parce que moi j'entends Monsieur Bunzli qui a sa vision du DEP et en tant que médecin, il pourra dire moi je veux ceci, je veux cela. Et puis vous, madame, qui côtoyez les infirmiers et les infirmières, qui eux viennent plutôt après ou viennent avant, suivant le patient dont ils s'occupent, ce sera effectivement pas forcément simple de hiérarchiser qui a accès à quoi, à quel moment. Dans les questions encore posées, il y a le point central et essentiel, c'est la communication. Effectivement, cela a déjà été évoqué. Une autre question qui vous est posée, madame, c'est comment formez-vous les étudiantes et les étudiants à l'utilisation du DEP sur le terrain? Est-ce que c'est déjà abordé? Alors, dans leur cursus de formation, les étudiants en bachelor en soins infirmiers ont des périodes de formation pratique. Et c'est auprès de leurs praticiens formateurs ou auprès des personnes qui les encadrent durant ces périodes de formation pratique qui assurent le développement de connaissances par rapport au système informatisé et puis par rapport au dossier de soins et puis leur enseigne un peu où aller consigner quoi, puis ils développent ces connaissances en posant des objectifs de formation lors de ces périodes de pratique. Ensuite, nous, dans des situations de simulation, hein, on les met en situation fictive et on leur demande de renseigner le dossier, donc d'extraire dans des vignettes cliniques, d'extraire les informations et de déjà définir leur positionnement dans le dossier de soins. Le DEP, il vient en complément, il vient normalement en support, hein, pour des informations, pour un peu permettre justement cette cette interaction multiprofessionnelle. Donc, il y a une partie dans le dossier de soins qui est les communications où un physio, un ergo peut venir renseigner des informations pertinentes et utiles pour la suite de la prise en charge dans le cadre du suivi des soins.
En revanche, le DEP, on leur présente, ils ont la notion de ce module-là, mais on leur montre simplement les interfaces parce que ce que nous avons comme information. Mais on appuie et la formation bachelor met l'accent, la HECSO met l'accent sur cette interprofessionnalité de renseigner toutes les personnes qui gravitent autour de ce patient et de devoir renseigner le plus grand nombre, mais et pas seulement aller chercher les informations. Que souvent, on développe un peu cette stratégie avec eux de ne pas seulement aller chercher les informations utiles pour la prise en charge du patient, mais également aller informer, avoir aussi ce rôle d'informateur, hein, parce que c'est ce qui permet la collaboration. Mais le DEP, on n'a pas vraiment formé au DEP. On l'a présenté comme on présente toutes les notions supplémentaires de communication dans le domaine de la santé. Ça m'intéresse ce que vous dites, votre notion d'informateur ou d'informatrice, dans la mesure où vous allez, enfin les personnes que vous formez, c'est quand même elles qui soit au travers, vous avez évoqué tout à l'heure les soins à domicile, et là aussi la génération avec laquelle vous travaillez, c'est pas forcément le patient, une génération qui est très formée sur l'informatique, et du coup dès le moment où on va lui parler du dossier électronique du patient, mais comment ça va être amené, comment ça va être abordé, et c'est vous qui avez là, je dirais, une réflexion de proximité avec le patient. Il y a déjà les soins à domicile. Puis ensuite, quand le patient arrive à l'hôpital, au moment où il arrive à l'hôpital, c'est souvent dans des périodes de crise, c'est quand ça ne va pas bien. Et là, l'infirmier ou l'infirmière réceptionne et il faut pouvoir avoir accès au dossier électronique du patient. Et je pense que là, la communication, elle ne doit pas être simple à mettre en place. Alors, non, elle n'est pas simple à mettre en place. Là il y a... on fait entrer dans la relation le proche, hein, ou le représentant, hein, puisqu'il est aussi question de ça dans le DEP, avec cette idée que si la personne a des troubles cognitifs, c'est un représentant qui pourrait ouvrir et donner les accès au DEP. De la même manière, quand on accueille un patient et qu'on fait toute l'anamnèse, tout ce recueil de données, et bien toutes les informations manquantes que la personne elle-même ou ses proches ou son représentant ne peut pas nous donner, bien on va la chercher auprès des professionnels habilités à nous les transmettre, hein. Bien entendu le médecin traitant, mais on travaille avec tellement de professionnels de la santé que ça pourra être le psychiatre, ça pourra être le chirurgien, ça pourra être toutes les personnes compétentes pour nous donner ces informations. Et c'est là que le DEP entre en jeu, hein, dans ces contextes de situations complexes. C'est que le DEP pourra, ne serait-ce qu'en stockant des informations, nous permettre la facilité de l'information pour assurer la première prise en charge, la prise en charge immédiate. Je vous remercie beaucoup. Je propose à nos deux précédents interlocuteurs de bien vouloir vous rejoindre de manière à ce que nous ayons aussi bien, voilà, tout le monde est là. Je vous remercie infiniment. Je n'ai plus de questions là actuellement qui vous est posée. Ce que je voulais savoir, c'est si au terme de vos interventions, il y a des informations. Ah, ça y est, bah, évidemment, quand on dit qu'il n'y a plus de questions, elles arrivent, c'est très bien, je vais attendre qu'elles soient totalement notées. Mais sinon, est-ce que vous-même, il y a un élément ou des éléments que vous aimeriez mettre en évidence au terme de vos interventions en vous disant, mais voilà, il faudrait que je puisse encore indiquer ceci ou cela. La question posée est la suivante. Est-ce que la monétisation des informations, par exemple à des fins de recherche, par la personne à qui appartient le dossier, est envisagée? Oui. Oui, c'est pour ça que les modules additionnels sont intéressants et intéressent beaucoup de gens.
Parce que c'est là que, en particulier du moment que le cadre juridique n'est pas défini, que l'exploitation des datas va pouvoir se faire. Vous savez très bien que je prenais, mais c'est qu'un exemple, hein, je prenais la galaxie Medbase, Apotheke Rosé, Migros, John Venture avec Irslanden. Vous voyez que quand une galaxie comme ça se profile, eh bien forcément que des datas peuvent être exploitées, tout simplement parce que vous allez peut-être, et c'est une hypothèse, hein, je tiens à le préciser, vous allez peut-être en consultation dans un fitness où vous recevez une information de Sanitas qui font partie de cette galaxie Migros, et vous aurez peut-être par hasard une proposition que vous puissiez vous faire soigner dans une clinique Irslanden. C'est clairement une exploitation des datas. Et puis, ça, on ne sait pas comment éventuellement la contrôler. Ne serait-ce que chaque fois, on l'a vu avec l'identification électronique, les gens sont réfractaires. Ils en mettent beaucoup plus sur Facebook dans leur carte Cumulus que ce que pouvait faire cette identification. Voilà, donc je pense que les gens sont aussi responsables de ce qu'ils mettent sur l'informatique, mais rien n'empêchera une monétisation de ces données. Il faut être clair que derrière, il y a des gens que ça intéresse. Merci beaucoup. Dans le cadre de leur formation, les étudiants sont mis au clair, hein, face à cette protection des données, hein. On travaille sur la loi sur la protection des données, hein, du moment où on donne des soins, du moment où on communique avec pas seulement la discrétion professionnelle. Et on aborde toutes ces questions-là de la transmission, et aussi comme on utilise beaucoup ces outils scientifiques, hein, quand on procède à l'évaluation des besoins, toutes ces échelles qui permettent aussi d'identifier le patient dans des groupes iso-ressources, quand on procède à des évaluations de l'état cognitif, de l'état locomoteur, et qu'on obtient des scores en termes de degré d'autonomie ou des échelles pour des performances, ça doit aussi les rendre attentifs que ces données ont un prix et qu'elles sont utilisables, mais utilisables à bon escient, parce que quelque part, en termes de qualité de prise en charge, on peut aussi réfléchir sur toutes ces sur tout ce qu'on encode quand on procède à ces évaluations, méthodes scientifiques. Elles ont un résultat sur lequel nous, on va s'appuyer dans notre qui vont appuyer notre raisonnement clinique, et on a de notre côté cet avantage que ces résultats peuvent nous servir en termes de statistiques pour nous améliorer dans notre prise en charge. Je pense par exemple quand on utilise l'outil RAI, l'outil InterRAI, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces échelles de performance? Ça nous permet de réaliser vraiment l'étendue des besoins du patient, et ça a aussi le mérite d'utiliser ces données pour voir qu'est-ce qu'on fait de ça sur les 100 patients évalués. 55, il ressort que 55 souffrent de douleurs quotidiennes avec un traitement qui n'est pas adapté à leur douleur, et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Donc, il y a aussi des datas qui sont exploitables et qu'on va utiliser pas seulement à des fins de recherche, mais vraiment en termes de qualité de prise en soin, vraiment en termes d'amélioration. Donc, je crois qu'on doit aussi se dire que les données ont ce bénéfice-là dans la prise en soin, en tout cas dans la prise en soin infirmière. Il est mentionné que la monétisation des données est tout à fait en opposition avec l'ALDEP.
C'est vrai, mais Oui. je tiens simplement à dire que le 20 avril, on aura le 3e volet du dossier DEP et là, on mettra en évidence au travers de la HES Arc de nouveau qui sera présente avec 2 professeurs, 2 intervenants, comment cela peut être utilisé à mauvais escient d'ailleurs, mais comment cette monétisation des données peut être utilisée. C'est pas ce qu'on veut, mais malheureusement, c'est ce qui peut se produire. Et ça, il s'agissait quand même de le relever. Maintenant, il y a une autre... Oui, je vous en prie. Excusez-moi, je voulais juste compléter votre intervention par rapport à cette remarque. C'est vrai qu'une monétisation directe est en opposition, mais vous le savez très bien que l'exploitation des données peut se faire de manière indirecte. Je vous donne un exemple. Je discutais avec un créateur d'un réseau concernant quand vous allez au restaurant, et cette personne me disait, il y a déjà à peu près 8 ans, il n'est pas indispensable que la personne complète son profil. Simplement, en fonction de ses clics, on arrive à peu près à 90% à déterminer son profil. Donc, vous voyez que même une exploitation indirecte est possible par différentes collectes d'informations. Donc, il n'y aura peut-être pas de monétisation directe, mais malgré tout, une exploitation de ce type de data, je suis persuadé qu'elle va intéresser certaines personnes. Merci. On a une question. Est-ce que les résultats des pentests vont être publics, histoire de vérifier que le SI n'est pas bourré de failles de sécurité? Avez-vous une idée? Non. Non. Eh bien, on la posera à qui de droit. Voilà. Après, une autre intervention, les SI doivent être certifiés, idem pour les MIE. Voilà, ça, c'est prise de position entre les invités. Ensuite, je continue. Alors oui, la Haute École Arc confirme que les questions de responsabilité autour de l'usage des données sont abordées avec les étudiants HES dans toutes les disciplines et en particulier dans celle de la santé. Je tiens à relever que le 20 avril, nous aurons M. Marco Pedrotti, qui est responsable R&D à la Haute École Arc Santé, qui interviendra, ainsi que M. Olivier Baudet-Labrec, vice-doyen de l'ILCE, l'Institut de lutte contre la criminalité et la lutte, n'est-ce pas, pour la lutte économique également, et ils seront présents le 20. Donc, l'un prendra la partie R&D et l'autre intervenant viendra et démontrera effectivement qu'il y a une monétisation malheureusement sur ces données. Moi, j'aurais juste fait une petite intervention, oui. si c'est possible. Je voulais juste dire par rapport au document, parce que rappeler qu'en fait, c'est le dossier électronique du patient. Donc, en principe, dans ce dossier, enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça, il devrait figurer que des documents qui sont pertinents pour le patient. Et quand j'entends qu'on va mettre tout un tas de scores qui seront incompréhensibles pour le patient, je ne suis pas certain. Je pense que chacun d'entre nous doit faire le travail de savoir qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour le patient, qu'est-ce qui est compréhensible aussi pour le patient de ce qu'on met dedans. Ça ne remplacera pas nos communications bilatérales qui doivent se faire autrement, en fait. Voilà, alors, c'est moi qui ai parlé de score. Moi, je n'ai pas dit que le score allait se mettre dans le DEP. C'était dans le cadre de la discussion sur les datas et sur l'utilisation des datas, mais pas sur et ces résultats qui sont utiles dans l'amélioration de la prise en soin. Voilà, c'était pas du tout ça. Au contraire, mais puisque vous me tendez la perche, je dirais peut-être que justement, je crois que j'ai rappelé que toutes ces informations que nous récoltons autour du patient et qui sont intéressantes pour la profession infirmière ne l'est pas forcément pour le pharmacien. Alors ça, j'en conçois, d'où cette idée de ne pas refaire toute la procédure et que le DEP devienne un copier-coller du dossier de soins infirmiers. Ça, on est clairement d'accord. C'est pour ça que vraiment, l'infirmier, il a cette notion du tri d'informations parce qu'il en reçoit beaucoup. Hein. Il a quand même cette vision d'ensemble de la situation de la personne qui prend un soin. Et
il viendra mettre vraiment dans le DEP des choses déjà qui sont accordées par le patient lui-même, puisque c'est lui qui est détenteur des droits d'accès, et il va également mettre des choses utiles à l'ensemble de l'équipe. Donc, ça ne va pas enlever qu'on va appeler le médecin pour une question bien précise concernant la prise en soin. Ça ne va pas enlever, je crois, cette communication orale par laquelle j'ai commencé dans ce rôle de communicateur de l'infirmier. Et le DEP, il doit venir vraiment, je crois, pour faciliter la prise en soin de part et d'autre de nos professions, et qu'on puisse trouver l'information utile. Mais effectivement, que si c'est pour qu'on ait 10 000 dossiers de soins dans le DEP, là, on va se noyer dans les informations. Et là, je remets encore cette histoire du souci de l'erreur, du souci d'avoir raté l'information, qui pose quand même question par rapport au DEP. On souscrit à vos propos, Madame, dans la manière de la partie écrite. Les gens souscrivent à vos propos, et il est mentionné effectivement qu'il faut faire une différence entre le dossier médical du patient chez le professionnel et le dossier électronique du patient. L'interrogation qu'on peut être susceptible d'avoir, c'est quand on voit la manière dont les gens mettent sur les réseaux sociaux tout et n'importe quoi. On peut se poser la question à un moment donné, puisque c'est le patient qui gère ou qui devrait gérer son dossier électronique, qu'il en fasse tout et n'importe quoi, et qu'à partir de là, il y a des personnes malveillantes qui ont tout à y gagner, à récupérer ce qui se trouve dans ces dossiers et qui le fassent. Voilà, je crois que c'est là où il y a aussi une prise de conscience et une responsabilité du patient de prendre en charge son dossier, et ce n'est pas le médecin ou le pharmacien qui devra toujours être derrière le patient pour lui dire « mais attention, vous ne pouvez pas le mettre à la disposition de n'importe qui ». Paraît quand même important, parce qu'on rappelle bien que le dossier électronique du patient, il est géré par le patient. C'est lui qui dit ce qu'il met à l'intérieur, mais c'est aussi lui qui l'ouvre et c'est lui qui le ferme. Donc, il peut donner les clés de son dossier à qui il a envie, et c'est là où ça peut se compliquer. Nous arriverions au terme de nos 2 heures de conférence. Et voilà, et je me permets alors d'arriver au moment de conclusion. Donc, je vous laisse la conclusion. Madame, ce sera vous qui vous exprimerez en premier lorsqu'on vous parle du dossier électronique du patient. Quelle image est-ce que vous en avez et qu'est-ce que vous en espérez? Eh bien, je vais redire un peu ce que je viens de dire. J'espère vraiment qu'il y aura qui va permettre d'amener, qu'il y aura une plus-value et qu'il n'y aura pas une perte de temps, parce qu'effectivement, on n'a plus d'informations de la part de tel professionnel. Il faut aller la chercher dans le DEP, qu'il n'y ait pas cette notion de perte de temps dans ce recueil de données à l'intérieur même du DEP, et aussi pour cette responsabilité qui incombe aux patients d'accorder l'accès à tel professionnel ou à tel professionnel. Comment faire quand on est dans une équipe qui n'est pas au complet au niveau du DEP pour cette récolte d'informations. Et pour finir, dans ce rôle de promoteur de la santé auprès du patient, on a tout à gagner à travailler avec lui, cette possibilité d'ouvrir le DEP, à le rendre attentif des avantages qu'il pourrait en tirer, et aussi d'avoir dans ce DEP quelque chose qui ne soit pas dans notre rôle infirmier, dans notre rôle de proche auprès du patient, de devoir tout expliquer et d'avoir toujours des contacts avec le patient, parce que quelque chose vient d'être ajouté dans son DEP et qu'on doit lui réexpliquer, parce que cette coordination-là, elle aura un coût. Merci, madame. Merci. Monsieur Borel-Jacquet. Alors écoutez, je vais rebondir sur ce qui a été dit en dernier par rapport à ce qu'on mettait dans le DEP, et j'espère et je crois que le DEP peut être un magnifique outil au service de l'interprofessionnalité.
Merci beaucoup. Monsieur Bunzli. Moi, je pense que le DEP, c'est le début en fait d'un processus qui va effectivement permettre qu'on travaille mieux en réseau, tous ensemble, autour du patient. Merci infiniment, Madame, Messieurs, pour votre présence. Merci pour votre pertinence. Merci pour vos interrogations. Je peux vous dire que les commentaires défilent sur la droite de l'écran et on vous remercie pour les contenus que vous avez présentés et la complémentarité entre vos présentations. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce dossier qui, me semble-t-il, ne fait que commencer. Vu le calendrier que vous m'avez élaboré, j'ai compris qu'on en avait pour quelques années. Donc, nous aurons le plaisir de se retrouver sur la confiance numérique, sur la protection des données. Mais en tous les cas, je donne rendez-vous à celles et ceux qui sont là ce soir et qui nous ont suivis le 20 avril pour le 3e volet du dossier électronique du patient, où là, on sera plus pertinent sur la protection des données et surtout pour ceux qui en usent et en abusent. Alors, à bientôt, au 20 avril, même heure, même lieu. Bonne soirée à toutes et à tous et encore merci d'avoir été présents. Au revoir. Merci. Merci, belle soirée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.